Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre magazine d'analyse et de commentaires de l'actualité de la semaine. Et nous démarrons tout de suite avec ce qui s'est passé cette semaine au Cameroun. C'est la revue de presse de Canal Presse. Bonjour, le gouvernement du 2 mars est en plein boulot et la première mesure salutaire du ministre de l'administration territoriale, c'est l'interdiction des activités des mototaximens dans certaines localités du nord-ouest et du sud-ouest. Une piste de solution proposée par Paul Atangandi, selon Chris et Solutions. Une révolution pour le soir, la méthode Fauchivé est de retour avec l'impulsion d'une nouvelle dynamique dans les services de renseignement. La nomination de Paul Atangandi est la récompense de son audace politique et de son engagement à défendre la paix et l'unité nationale pour l'orphelin. Récompense similaire pour Jean-Claude Bouenchou à l'habitat, maintenu à son poste d'après Ecodundé pour l'amélioration de la qualité des infrastructures immobilières. Une nomination qui fait polémique selon le quotidien L'Épervier, c'est celle du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale. C'est un trophée Galax et Toga assez jeune, alors que d'autres pensent que son dynamisme est un atout pour réussir ou c'est un échoué. Son prédécesseur Jean-Baptiste Bokam est malade, mais tout de même conscient de ses frasques et demande un asile politique à la France, une exclusivité de Le Point Hebdo. Pour l'œil du transporteur, la mission du nouveau ministre des Transports est difficile mais pas impossible. Jean-Ernest Massenangale Bibéry doit gérer les problèmes des routes, du rail, des aéroports et des ports. Motazé et Ousmane Mé se chargeront de trouver des financements. Les chantiers des ministres de l'économie et des finances figurent dans défis actuels. Renforcer l'appui au secteur privé et la performance des entreprises publiques. Pour expression économique, priorité à la conduite avec succès du plan triennal spécial. En guise de repère, Motazé doit faire face à la réalité des dépenses publiques avec les charges de l'État qui s'alourdissent de plus en plus. La masse salariale de la fonction publique sera bientôt de 100 milliards de francs CFA par mois. L'autre proposition examinée par mutation, c'est la circulaire du Premier ministre sur la réduction des dépenses utilisées lors des différentes missions. Elle coûte extrêmement cher et même si la lettre de Philémon Yang a des limites, faut bien commencer quelque part. Eco Matin, lui, se penche sur les accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. La triste réalité, c'est que les prix des produits occidentaux n'ont jamais baissé. Les politiques sont interpellés avec en prime les futurs sénateurs, sauf que le RDPC est piégé par ses propres candidats. Repère fait savoir que plusieurs listes sont menacées de disqualification pour irrégularité. Il s'agira des listes de deux régions, l'Ouest et l'Adamawa, selon le quotidien Émergence. C'est l'équilibre au prix du sacrifice, même s'il faut tout de même attendre le verdict du Conseil constitutionnel ce lundi dans l'affaire qui oppose le SDF au RDPC sur le nom à problème à l'Ouest. Les futurs sénateurs sont attendus et le Baobab évalue la toute première chambre haute qui n'a rien apporté de concret avec des hommes perdus ne maîtrisant pas leur rôle dans le système. À éviter prochainement, tout comme ces conflits interminables entre les frères du président de la République, et Singan présente 5 face-à-face entre Mendiana et Anguin, Grégoire Wona et Mekulu Vondo, Minkwache et Madoua Ongloa, Nkoto Eman et Zoe Zame, Mbengo et Owona Asumu, et Fwendi contre Belinga et Boutou, des frères qui se font la guerre pour des intérêts. Tant mieux pour eux, car le président de la République Paul Biya est attendu en Chine. Son homologue Xi Jinping l'a invité et son carton lui a été remis par l'ambassadeur de Chine au Cameroun. Ce sera le 6e voyage du chef de l'État à Beijing, rappelle Cameroun Tribune. Le Premier ministre Philémon Yang restera quant à lui sur place pour surveiller les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. L'essentiel rapporte qu'avant la prochaine mission de la CAF très attendue, Philémon Yang met la pression pour l'avancement des travaux. La CAN aura lieu à 2 coups de milliards alors que le Tour cycliste du Cameroun est reporté pour affaire de 400 millions de francs CFA. L'image du Cameroun est ainsi ternie. Il faudrait payer les amendes et assumer les sanctions selon le financier d'Afrique. Bon dimanche et à dimanche.
c'est une bonne synthèse de l'actualité que vous venez de nous servir, Bran Kamga, et c'est avec plaisir que nous vous retrouverons dimanche prochain. Invité sur le plateau de Canal Presse ce dimanche, Madame Frida Eyango. Merci d'être venue, Madame. Vous êtes candidate à la sénatoriale dans la liste UPC du littoral. Merci encore d'être venue. Merci. Invité également Cyril Sambaka, vice-président de l'UDC, bien connu de vous, téléspectateurs de Canal Presse, et tête de liste de l'UDC dans le littoral. C'est bien ça? C'est bien cela. Bonjour à tous les téléspectateurs. Autre invité, Didier Yimkwa, vous représentez le FSNC dans le littoral. Certes, vous n'êtes pas candidat, mais votre parti compétit dans le Nord Cameroun. Et c'est pour moi l'occasion de prendre des nouvelles de votre président national, Issa Chiroma Bakary. Il va bien? ITB va bien, il va très bien. Je suis heureux que la communauté internationale s'intéresse à la santé. Ceci est symptomatique des Camerounais lorsqu'on peut avoir des idées divergentes en politique, mais lorsqu'il s'agit du bien-être, lorsqu'il s'agit de la santé d'un compatriote, on est ensemble. Bon rétablissement une fois de plus. François-Xavier Tembiwa, vous nous venez de la région de l'Ouest Cameroun. Vous compétissez pour l'UMS, pas le club de foot, non, mais c'est bien le parti politique. C'est le parti politique. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Alors, nous aurons aussi en cours de ce débat l'intervention de Eladj Lawan Bako. Il est tête de liste de l'UDP, c'est dans la région du Nord-Ouest qu'il compétit. Vous le savez, les sénatoriales 2018, on en parle depuis la semaine dernière de manière presque exceptionnelle sur Canal Presse. La campagne électorale amorce donc sa dernière ligne droite. Et cette semaine, vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avions convié les représentants de 4 partis en compétition. Eh bien, cette semaine, pour rester dans l'équité, l'équilibre et l'égalité, nous avons convié les représentants des autres partis qui sont en compétition. Et voici les thèmes du débat. Ce dimanche, ils sont présentés par Ghislain Pierrisson. Sur la route du palais présidentiel, j'ai rencontré un monsieur qui pratiquait du sport en direction du parcours Vita à Yaoundé. Ce jour-là, pas samedi mais jeudi, le jeune homme de 65 ans qui venait de prendre sa retraite de fonction avait un air hagard mais profond. Il était 16h, heure du Cameroun, le jour où s'était tenu un conseil ministériel au palais de l'Unité, l'un des rares du président Paul Biya. Le jeune homme de 65 ans s'est voulu confident en rappelant la date du dernier conseil en 2015. En ce moment-là, il n'avait pas décidé de se porter candidat à la sénatoriale, comme c'est le cas aujourd'hui. Entre-temps, il a quitté son premier parti politique. Aujourd'hui, il est porté à la critique. D'ailleurs, disait-il, la rareté des conseils ministériels n'est pas la bonne gouvernance. Il ajoutera que sur la forme, nos conseils ministériels ne le sont pas en réalité, car le discours présidentiel n'est pas participatif. Bien au contraire, on a eu droit à une communication spéciale, à moins de considérer l'interview du Premier ministre et chef du gouvernement comme une interaction. Mais au départ, l'acteur opérateur n'a pas voulu d'échange. Il a juste dit au ministre en charge de la décentralisation qu'il attend de lui un chronogramme visant à accélérer le processus justement de la décentralisation par ce temps qui court et qui sont entourés par ce qu'il est convenu d'appeler la crise anglophone. Il a prescrit à ses ministres de travailler davantage, mais non sans avertir aux lenteurs que lui, il doit procéder à l'inauguration de certains projets structurants. Auquel cas, le port en eau profonde de Kribi aura la chance de lancer définitivement ses activités. Les paradigmes présidentiels en disent long: accélération, engagement, inauguration. À quelques jours de la campagne électorale pour la présidentielle et pour laquelle une dizaine d'intentions de candidatures ont déjà été formulées. Il faut faire vite pour enfouir la boîte noire des idées de campagne. Il faut faire vite, il ne reste plus beaucoup de temps avant janvier 2019, jour de Cannes. Par ce temps de campagne électorale pour les sénatoriales, vaut mieux laisser parler les candidats. Je n'en dirai donc pas un mot. Bon dimanche. À dimanche prochain,
Ghislain Pierre Essonneau et des candidats ou leurs représentants sont sur ce plateau pour parler justement de cette sénatoriale 2018. Nous commençons par le bout qui fait les choux gras de la presse cette semaine. Il s'agit bien du contentieux électoral mené pour la première fois au Cameroun par le Conseil constitutionnel. C'était bien jeudi dernier à Yaoundé. Bref rappel de ce qui s'est passé ce jour-là. 6 affaires à examiner, 4 jugés irrécevables et radiés du rôle. Une affaire reportée au 19 mars prochain. Elle concerne le RDPC et le SDF à l'ouest Cameroun et l'UNDP qui a retiré finalement sa requête. Voilà pour les faits. Les commentaires actuellement. Sambaka Cyril, est-ce que vous avez suivi ce contentieux? Vous êtes satisfait des résultats que je viens d'énoncer? Je dois dire que, comme tous les Camerounais, j'ai suivi le contentieux. L'UDC n'était pas dans ce contentieux, mais néanmoins j'ai suivi. Et je pense que il est quand même regrettable que lors d'une campagne électorale comme celle-là, que le doute naît, les suspicions et autres. Parce qu'en réalité, on a l'impression que c'était bis repetita. C'est-à-dire que les dernières sénatoriales, c'était toujours l'Ouest, c'était toujours la Damawa. Alors, ça nous a fait, nous on s'est posé des questions. Maintenant, on est au contentieux. L'UNDP a retiré sa plainte, c'est bien dommage, mais en fait, je pense que quand on pose un acte, il faut aller jusqu'au bout. Bon, le SDF est avec le RDPC à l'ouest, on va voir ce que ça va donner. Vous savez que ça, c'est très juridique et il y a beaucoup d'avocats qui sont derrière cette affaire. On va avoir un éclaircissement probablement demain, mais ce qu'on doit pouvoir retenir, c'est que ils ne sont pas là sur ce plateau, mais le parti au pouvoir, en principe, a toujours plusieurs listes. Il faut qu'on tranche et autres. Je suppose donc que le personnel est là pour que l'on puisse visiter et revisiter les dossiers. Et quand il s'avère qu'une erreur comme celle-là se produit, bon, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire. Je ne suis pas de la Cour constitutionnelle, mais il est possible que demain, que cette liste soit toujours en compétition. Exactement. Ce serait dommage. Alors, vraiment dommage. Je viens à vous, vous êtes le premier concerné parce que c'est une liste qui compétit à l'Ouest Cameroun. Vous aurez pu formuler la même requête? Bien entendu. Une fois que les dossiers sont envoyés à la Cour constitutionnelle, normalement, ils scrutent. Et les candidats, enfin les partis politiques sont en droit de s'assurer que les listes sont conformes. Et dans ce cas-là, ces listes n'étaient pas conformes. Et si elles prospèrent après, ce serait vraiment dommage parce que s'il y a eu du faux, il faut mettre la liste de côté, simplement. Didier Yunkwa, à qui cela profiterait-il dans cette région de l'Ouest Cameroun? Sylvie Sambaka a fait une allusion tout à l'heure à ce qui s'était déjà passé en 2013 avec un contentieux qui avait abouti au retrait de la liste du RDPC dans la même région. Aujourd'hui, on s'achemine presque, en attendant la décision finale du Conseil constitutionnel, on s'achemine presque vers ce type de manœuvre. Est-ce que vous y voyez une manœuvre comme les autres ou alors c'est juste une erreur qui peut arriver à tout le monde? Non, ce n'est pas une erreur, hein, parce que ces noms protéiformes qui changent au gré de la source. On a à Elikam un nom, on a au Conseil constitutionnel un autre nom. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Et aussi, moi j'ai suivi le secrétaire adjoint du RDPC tenir un langage assez banal. Il dit que bon voilà, les noms varient en fonction des cas d'identité, de cas de chrétiens. Ça ne se dit pas. On ne doit pas banaliser ce genre d'élection sénatoriale. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le cas de Amadou Njoya. Parce que là, il a posé un problème sérieux. Parce que dans un autre champ, moi je suis un apôtre du développement durable, des questions du genre. Il a posé la question de la présence d'un Bororo dans la liste du RDPC. Et là, ça m'intéresse. Vous savez, madame, nous sommes dans un pays où on cherche à féminiser l'aspect genre. Alors que le genre, en principe, est un concept sociologique qui varie en fonction des communautés. Mais on parle bien de genre et de composantes. On ne doit pas, oui, je comprends, on ne doit pas féminiser. On ne doit pas voir le genre, l'aspect genre, à travers la femme. Vous comprenez? Le genre permet de relever un certain nombre d'aspérités, de difficultés,
même pas de vulnérabilité, qui empêche un groupe sociologique d'émerger. Vous comprenez? Et là, lorsqu'on a trouvé ces points-là, on peut y apporter des solutions. Donc, Amadou Ahidjo a posé un problème, pas de droit, mais de justice. Je suis heureux parce qu'il a profité de cette occasion pour poser un problème réel qui me concerne particulièrement. Madame Eyango, vous avez suivi également cette question de contentieux. Pourquoi vous n'avez pas attaqué de liste? Vous vous êtes dit, ok, comme les nôtres sont passés, c'est tant mieux, nous préparons juste la compétition? Merci de me poser cette question. L'Union des populations a déposé au départ 5 listes dans les régions de la Damawa, du nord, du sud-ouest, du littoral et du centre. D'accord. 3 ont été rejetés pour certaines insuffisances que nous-mêmes nous avons reconnues. Et nous n'avons pas fait de recours. Actuellement, le Conseil a commencé à siéger. Pour nous, à l'Union des populations de Cameroun, il est difficile de commencer à porter un jugement. 6 affaires enrôlées, 4 rejets, 1 désistement. Je dis c'est la juste mesure. Difficile pour nous. Ben, ce n'est pas la faute du Conseil constitutionnel. Hein. C'est la faute des requérants, de ceux qui montent les dossiers. C'est pour ça qu'on vous demande toujours, madame. Ils sont au début. On ne peut pas d'abord les juger. Nous ne pouvons pas les juger pour le moment. Ce serait hâtif, ce genre de jugement. Le maçon se juge au pied du mur. Oui. Au pied du mur. Je crois que le Conseil a fait son boulot. Le Conseil est en train de faire son boulot. Ce que nous avons constaté, c'est que ces magistrats, ce personnel était très bien habillé. On parlait du premier exercice du Conseil constitutionnel, justement, Cyril Sambaka. Ça vous rassure, ces premières décisions? Parce que c'était un organe très attendu dans le processus électoral au Cameroun. Oui, je dois dire que comme premier exercice, c'est un exercice qui n'est pas assez compliqué. Vous avez entendu, madame, dire que bon, ils n'ont pas fait de recours, donc ça a facilité la tâche. Ceux qui ont fait des recours, on peut en tirer des leçons, quand bien même sur le plan de la forme et autres. Vous savez, le Conseil constitutionnel, ils sont pointilleux, et puis les Camerounais ne le sont pas toujours. Donc, il a la moindre faille, mais ce qui est intéressant, et ce qui est vraiment intéressant dans cela, c'est le fait que le Conseil constitutionnel ait renvoyé ce débat pour lundi. Ça voulait tout simplement dire que c'était un vrai contentieux et qu'il fallait donner le temps pour que les choses se fassent. Ça, nous avons apprécié et puis, vous voyez, je suis sûr que tout le monde lundi va être observateur et voir qu'est-ce qui va se passer. Mais déjà, on peut relever le cas Amadou Ahidjo, comme l'a dit Didier tout à l'heure. Donc, ça nous fait avancer dans l'explication des choses, parce qu'il est même possible que beaucoup de Camerounais ne savent pas à quoi sert réellement le Sénat, parce qu'ils ont jugé le Sénat sur la base de ce qui s'est passé lors de la première mandature. En plus, c'est d'autant plus important que cette liste, la qualité des acteurs. Vous voyez, la tête de liste RDPC, c'est quand même un multimilliardaire. Et dans ces listes, vous avez les chefs traditionnels. Et que nous qui sommes des Bantous, nous qui sommes ancrés à la tradition, à la culture anthropologique, il est très difficile d'humilier un chef traditionnel. Oui, mais de toutes les façons, on ne va pas outrepasser la loi juste parce que c'est un chef traditionnel. Je dis, je suis Bamileke, je respecte très bien les chefs traditionnels qui sont pour la plupart des conseillers municipaux, mais je demande qu'ils soient un peu plus sérieux quand ils montent leurs documents pour présenter le candidat. Vous savez que dans les instituts du droit, il y a un aspect anthropologique. De toutes les façons, nous attendons ce résultat avec qu'il ne faut pas banaliser. Enthousiasme. Et on espère que si la faute a été faite, qu'elle sera sanctionnée et que la liste sera rejetée. Dans UMS, on attend les conseillers municipaux de tout l'Ouest pour permettre au Sénat d'être davantage renforcé. On parle de la question... Oui, je voulais juste apporter une précision là, par rapport au débat qui a lieu actuellement par rapport au chef traditionnel. Vous savez très bien que s'il y avait les régions, dans le conseil régional, il y aurait aussi une chambre des chefs traditionnels. On ne serait donc pas devant ces problèmes. Le manque de l'infrastructure de la région
pose un certain nombre de problèmes parce que les sénateurs doivent essayer de cumuler cela. Mais je pense que dans notre constitution, et quand les régions vont se mettre en place, il y aura ces chambres des chefs traditionnels. Et je reste avec vous parce que pour rappeler que l'UDC avait vécu un pareil incident en 2013, mais n'avait pas bénéficié du report des voix lorsque la liste du RDPC avait été disqualifiée dans la région de l'Ouest, alors que vous étiez face à un candidat qui n'avait presque pas autant de conseillers municipaux que vous. Est-ce que vous vous préparez, ou comment vous vous préparez à faire face si, d'aventure, il arrive que la liste du RDPC soit retirée de la compétition? Ce qui est sûr, c'est que l'UDC dans l'Ouest est en campagne. Et je crois que c'est le lancement de la campagne officielle, c'est ce matin, oui, à Fumban. Donc en fait, ce qui s'est passé la dernière fois, je crois qu'au départ, les gens ont suspecté l'UDC et autres, mais quand on a vu les sénateurs qui étaient issus de l'Ouest, on s'est rendu compte que c'est l'UDC qui avait raison. Donc cette fois-ci, si la liste du RDPC est retirée, nous allons continuer à travailler et nous allons veiller à ce qu'on va poser peut-être le problème avant, parce que la dernière fois, le problème que nous avons eu à l'Ouest, c'est que quand on a fait constater que les urnes, du moins les poubelles au niveau des bureaux étaient vides, au lieu d'avoir les bulletins qu'on n'a pas votés, on nous a dit que ce n'était pas prévu. Pardon, une minute, oui, peut permettre qu'il termine. Ce n'était pas prévu. Donc, il y a à veiller à ce genre de choses parce que si la loi prévoit que les conseillers municipaux doivent élire des sénateurs, ça veut dire qu'ils doivent élire des sénateurs en toute conscience, pas dans le dictat. Et le dictat ne devrait pas se poser s'il y a une harmonie. Et s'il n'y a pas d'harmonie, il vaut mieux, la politique c'est cela, on vote, on contrôle, on sanctionne. Donc devant l'urne, il n'y a pas de militants de parti, il y a des conseillers municipaux qui, face à leur conscience, doivent choisir un programme qu'ils estiment que celui-là peut faire avancer les choses de la commune. Tout à fait. Alors monsieur Tambouya, c'est pas quand même difficile parce qu'on sait bien que les conseillers municipaux sont au premier niveau d'élection dans un parti politique, donc sont peut-être considérés comme les cadres du même parti. Comment donner sa voix à un candidat alors que nous avons nos candidats en compétition? Non, en tout cas, ce qui est certain, c'est que chaque candidat présente un programme, chaque liste présente un programme de travail. Oui. Nous, par exemple, à l'UMS, nous mettons nos collectivités au cœur de nos programmes. On pense que les conseillers municipaux, par exemple, devraient avoir un statut un peu mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui. D'accord. Et donc, par conséquent, si ce programme les interpelle, on va facilement attirer ceux-là vers nous. Parce que, tel que c'est configuré maintenant, les conseils municipaux du RDPC sont carrément en train de jurer. Ils doivent prêter serment et décider de ne pas aller chez les autres. Et pourtant, nous sommes tous conscients qu'on voudrait développer nos communes. Je pense que ce qui nous amène autour de la table, c'est le besoin de développement de nos différentes communes. Donc, quand le programme est suffisamment étoffé, il permet aux conseillers qui sont en conscience libre de choisir leur élu. Oui, je voudrais profiter de votre plateau pour reposer le concept, la problématique de l'aspect genre. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on ne doit pas le féminiser, on ne doit pas le voir à travers le prisme de la femme. Lorsque j'ai consulté la liste, au FSNC par exemple, nous on n'a pas eu la chance d'en voir par exemple un candidat bororo, un candidat handicapé moteur, malvoyant. Parce que si vous faites une étude sociologique, anthropologique du Cameroun, vous verrez que les couches les plus vulnérables, c'est les jeunes qui sont en chômage. On doit les introduire dans les listes. Mais ils ne militent pas dans votre parti, ces jeunes? Oui, nous on n'en a pas. Nous on n'en a pas. On n'en a pas eu. Oui, non, on nous sommes en train de travailler. C'est cette madame. On ne peut pas. Je parle surtout du RDPC parce que ça c'est un angle d'attaque. Mais parlez de votre parti. Non. Ils sont nos adversaires. Je ne suis pas venu ici faire. Je n'ai pas dit que nous sommes incapables. Nous on n'a pas reçu. Nous avons 7. Nous en avons 7. Le RDPC a des centaines. Nous disons que nous attaquons parce que nous sommes en pleine campagne. Nous disons que la prochaine fois, il faut penser à ces couches vulnérables. C'est-à-dire les albinos, c'est-à-dire les malvoyants, c'est-à-dire les handicapés moteurs. C'est eux qui sont dans le champ du genre. Pas uniquement des femmes parce qu'on ne peut pas. La parité n'est pas le genre.
Tous ceux qui parlent du genre confondent à dessein le genre à la parité. La parité, c'est la femme, mais nous disons qu'il va falloir intégrer les couches vulnérables dans les listes sénatoriales et plus tard dans les listes municipales, pourquoi pas législatives. Madame Eyango, vous avez pris en considération tout cela pour constituer votre liste également? Et effectivement, nous avons pris tout cela en compte. Nous avons sorti une liste, nous avons pensé à tout le monde. Tout le monde. Vous avez une besoin de poisson dans votre liste? Je suis une ménagère. Oui, parce que dans notre nous avons on a la seule Vous avez liste un avec Beskinner? 5 femmes. 5 femmes. C'est une seule liste. Et on a la seule liste à l'ouest avec la minorité Mbo qui se situe dans la petite zone de Kekem. Okay. Vous comprenez? D'accord. Donc, l'équilibre d'une liste permet de prendre en considération toutes les collectivités, toutes les communes, tous les villages les plus reculés de la circonscription. Donc, Madame Eyango avait la parole quand vous l'avez coupé. On parlait de la composition de votre liste. La composition de notre liste, je disais tantôt que notre liste a tenu compte de tous ces aspects. Nous avons des hauts fonctionnaires dans notre liste. Nous avons des Bayam Selam sur notre liste. Nous avons des dames de maison même. Combien de femmes sur votre liste? Nous avons au poste de titulaire 3 femmes sur 7. Donc l'aspect féminin a été pris en compte. 3 sur 7. Nous sommes sur la parité. Là, l'UPC a tenu compte de cela. Au niveau des suppléantes, il y a des suppléants parce que nous avons deux femmes suppléantes. Donc, dans l'ensemble, sur les 14, nous avons 5 femmes sur 14. Nous avons tenu compte. Et parmi ces femmes, et parmi tous ces candidats, nous avons aussi des jeunes. Des jeunes qui sont des bensikineurs, des jeunes qui sont des c'est-à-dire de plus de 40 ans, parce que pour être candidat sénatorial, il faut quand même avoir 40 ans. Oui, mais la jeunesse, c'est jusqu'à quel âge? Moi-même, je suis jeune. C'est jusqu'à 77 ans. Si on je suis femme, mais je suis jeune. Alors, permettez-moi d'introduire Elhadj Lawan Bako, qui est le candidat de l'UDP à cette élection sénatoriale, qui n'a pas pu faire le déplacement de Douala parce qu'il est en compétition à Bamenda. Il voulait bien assister à ce débat pour les raisons d'équilibre, comme je vous l'ai dit en début de cette émission. Mais notre correspondant, Annie Collins, l'a rencontré à Bamenda. Voici son analyse de la première partie du contentieux préélectoral. Nous vous revenons juste après sur ce plateau. So embarrassed by the judgments given by members of the Constitutional Council. Embarrassed in the sense that they dismiss all those petitions, which means that those who table such petitions did not do their homework well. Because I could not believe that a political party wrote the song. Today, we send in a petition without facts. We table a petition before honorable juries like that without clear-cut points. And then they were sent out, they were dismissed, and they were there, and the argument is clear. That you table a petition without facts, and when you put something like that without facts, the best thing is that they say, no. When you say somebody is carrying 2 birth certificates and you don't have present the other birth certificate, it means that you are trying just to blackmail, and then the court have any other point than to dismiss such a file. The one that they say is up to Monday, that on Monday to pass the judgment, that's wonderful. It's because they are investigating to know whether the person who the party filing his candidature is a living person or not. But the truth about it is that that person is a living person. I'm convinced that no person can make documents concerning somebody that does not exist. If that person is elected, then those will go and defend the expiration of the people and say no. The fact may be that the person was not in the Cameroon. Somebody might have made his papers and other authorities, and they represented. I know last 2013,
one Professor Njikong, somebody make his papers. He was sick in the hospital in America. So he came back from the hospital and then they swap his name with the substantive and make him substantive and took the other person, Mr. Gikristo, and make it alternate. At the end of the day, he died because he was sick. And that is what those bad things that are not good in this country, that somebody is not well and you would go and put his name in the list. At the end of the day, he dies and that particular constituency suffers. But I'm convinced that that person is a living person. Else, there would have no reason in the region like West, where they have credible people with lots of vision to become political leaders, etc., that would go and put somebody who does not exist. So I believe that the person exists. And since the party said they're going to present that person on Monday, the case that particular people will be dismissed. What I'm trying to say is that it is wrong for somebody who knows that something is wrong and you file a petition just because you want to bring mess. It's wrong. And the court have proven that it has its credibility. It's a court with people of integrity, timber and caliber. And that's why they have acted just within the law. Merci. Donc, c'était pour être tout à fait complet sur cette question du contentieux préélectoral ouvert par le Conseil constitutionnel. Et juste pour rappeler qu'en 2013, c'est bien ILECAM qui avait rejeté la liste du RDPC dans la Damawa et dans l'Ouest. Et l'affaire n'était pas arrivée devant un Conseil constitutionnel qui n'existait pas au moment des faits. Entrons maintenant, si vous voulez bien, dans le déploiement des partis politiques sur le terrain. On l'appelle la campagne électorale. Diemkwa, vous êtes candidat dans la région, votre parti a une liste candidate dans la région du Nord Cameroun. Comment vous vous déployez sur le terrain? Bon, c'est très simple. Nous avons déjà la carte de répartition des conseils municipaux dans le Nord. 693 sièges, le FSNC en a 14. Mais ça ne nous dérange pas, tout simplement parce que nous savons que les familles politiques ont 3 composantes essentielles. Vous avez l'appareil, vous avez la partie, ce qu'on appelle la politique officielle, c'est-à-dire les maires, les conseillers, les députés, les ministres, et vous avez la base. Et généralement, dans la pratique démocratique, ces composants essentiels-là sont souvent, ont des idées divergentes sur un nombre de questions. Nous disons ceci, messieurs les conseillers municipaux du Nord, nous étions au Nord, nous avons identifié les problèmes du Nord. 93% de la population du Nord utilise le bois. Or, il se trouve aujourd'hui, d'après des études qui ont été faites dans le cadre du projet pilote de la gestion du bois énergie et de reboisement, que le rapport entre l'extraction du bois et la régénération est de moins 31%. En principe, on ne vous dit pas, population du Nord, il doit être interdit de prendre du bois dans les réserves forestières. Par conséquent, nous disons que ce n'est pas une fatalité. On a des possibilités, si vous votez les sénateurs prescripteurs FSNC, ce sera notre devoir d'aller au Sénat et mettre sous pression les différents ministres pour qu'ils encadrent, pour qu'ils mettent à notre disposition des réformes à mesure d'aller capter les finances à l'international pour résoudre. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous lisez le protocole ou bien l'accord de Paris la COP 21. Voilà, il est dit que les batailles contre un certain nombre de phénomènes météorologiques, contre un certain nombre de phénomènes météorologiques très très difficiles comme la sécheresse, comme le réchauffement climatique, ces batailles-là vont se gagner au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Et en 2017, en décembre, au Planet One Climate, il a été décidé là-bas que 19 000 milliards de dollars seront mobilisés et 80% de cet argent, de cette mobilisation financière, seront dirigés vers les pays en développement comme le Cameroun. Et exactement comme cette région-là sont des régions assez vulnérables, tout cet argent, il faut des gens formés, il faut des maires formés, il faut même recruter des jeunes à mesure de rédiger les projets bas carbone.
susceptibles de capter ces fonds-là. Il n'y a pas que ça. Nous avons l'accès à l'eau potable. Nous allons revenir avec l'autre aspect de votre programme, si vous le voulez bien. Permettez que les autres prennent la parole. Cyril Sambaka, vous avez l'exercice déjà rodé, on va le dire comme ça, l'exercice parlementaire, puisque des députés siègent, UDC siège déjà à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il vous est facile d'aller faire campagne auprès des conseillers municipaux dans la région de l'Ouest ou alors même ici dans le littoral où vous êtes en compétition? Ben, c'est ce que nous faisons au quotidien. C'est ce que nous faisons au quotidien parce que en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que nous sortons en 90 d'un État unitaire et que nous entrons dans le multipartisme. Forcément, le personnel doit être réparti et au fil du temps, ce personnel peut juger aller à gauche ou à droite, compte tenu de ce qu'on leur propose comme programme. Bon, quand on est sorti de là, ce que je dois dire, c'est que nous savons faire la distinction entre le député et entre le sénateur. Alors, nous savons faire la différence entre le conseil municipal. Nous disons que nous, en tant que sénateurs, nous nous sentons liés au conseil municipal. C'est la raison pour laquelle on va vers les conseillers municipaux autant qu'on peut, parce que vous savez, dans la région du littoral, ils sont plus de 900. Je ne sais pas très bien le nombre de décès, mais ils sont plus de 900. Donc, aller au corps à corps. Vous en avez combien, pardon, dans le littoral? Ce que je dis, c'est que sur la base du programme sur lequel, personnellement, je travaille depuis 4 ans pour préparer ce sénatorial, je suis celui qui apporte une innovation. Et quand on apporte une innovation, on a en face de soi des gens qui adhèrent et qui estiment que ce programme est bon. Cela va nous amener à développer nos communes et cela va nous amener à avoir un Sénat fort. Parce que mon programme se résume au fait que le développement local doit être celui qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui. Nous avons besoin des communes riches, des communes qui travaillent. Nous avons besoin des communes qui axent sur le développement. Nous avons des communes qui sont des partenaires, parties prenantes avec les populations pour que les projets communaux soient des projets participatifs. Et pour cela, il est simple, compte tenu du fait que nous n'avons pas encore de région, nous ne pouvons pas attendre les régions. Le ministre vient d'être nommé. Nous n'avons pas un calendrier. Quand est-ce que les textes pour la région seront prêts et quand est-ce qu'on pourra faire Parlez bien du ministre de la décentralisation et du développement local. Donc, nous pensons que pour que le Cameroun vive et qu'il vive dans une certaine justice, d'égalité, il est important et impérieux que sur le budget de l'État, que les communes soient dotées pendant 3 ans de 1 milliard de francs sur la base de leur plan de développement et sur l'expansion. Pourquoi? Parce que si nous attendons que les régions se mettent en œuvre, les communes vont toujours attendre être les mendiants des régions. Il faut donc que les communes se transforment en communes de développement. C'est la raison pour laquelle il est important qu'il y ait un acte fort qui permette aux communes de prendre en main le destin de ces populations sur les problèmes qui les concernent. Donc ça, c'est le plan communal de développement participatif que nous proposons depuis un certain nombre de temps avec des sénateurs donc qui vont travailler main dans la main avec les conseillers municipaux. C'est pour cette raison qu'avant même l'élection, nous sommes tenus d'aller rencontrer le maximum, de communiquer avec eux, de dialoguer pour leur présenter le programme, parce que ce qui est en jeu, on n'attendra pas qu'un Cameroun évolue ou qu'un Cameroun change sur la discipline seulement des partis. Nous avons un Cameroun où des militants des partis peuvent estimer que le programme de celui-là est bon, ça peut nous faire avancer nous-mêmes dans notre parti. Donc ils choisissent cela pour donner le ton et dire voilà quelque chose que nous souhaitons depuis, parce qu'aucun conseiller municipal, qu'on ne vous trompe, n'a envie de croiser les bras et que les populations dans son quartier se moquent de lui. Chaque conseiller municipal a envie de donner de lui-même pour que la commune, qu'il impulse un développement et que son nom soit lié à cela. Alors, François Temiwa, est-ce que c'est important pour vous d'être au Sénat alors que certains partis politiques, notamment d'opposition, estiment que cet organe ne sert à rien? Je vais commencer par dire que je ne suis pas un politicien de souche. Je suis plutôt
un leader technocrate. Et je pense déjà qu'il est grand temps qu'on commence à rajeunir un peu les organes du Cameroun. Que ce soit le Sénat, que ce soit le Parlement et ainsi de suite. Donc, je me suis senti interpellé et la liste de UMS répond effectivement à cela. Il est grand temps qu'on pense aux conseils municipaux qui n'ont pas de statut. Dans la plupart, je ne connais pas dans d'autres régions du Cameroun, mais dans la région de l'Ouest Cameroun où je suis, où la liste de UMS est candidate, vous avez des conseillers municipaux qui n'arrivent pas à payer le transport pour aller à un congrès de leur parti, à une réunion de leur parti. Et j'ai assisté à une scène désolante l'autre jour à Bafan, où une réunion se tenait et les conseillers étaient là depuis 8 h du matin, ils ont attendu jusqu'à 16 h, il n'y avait même pas de l'eau à boire pour eux. Et beaucoup ont dû reprendre à pied pour entrer dans leurs différentes... Donc il est grand temps qu'on pense... Il est grand temps qu'on pense à leur donner un statut réel. Il faudrait que la décentralisation soit effective au Cameroun. Il ne faudrait plus que le gouvernement central décide chaque fois de donner un hôpital à côté d'un autre hôpital parce qu'on n'est même pas au courant de ce qui s'est passé la dernière fois dans le même village. Et pourtant, si les conseils municipaux se retrouvent autour d'un programme et que le budget a été décidé pour la région et disséqué pour les différentes communes, eh bien, les conseillers municipaux vont se retrouver pour définir et mettre des priorités sur leurs différents programmes. Parce qu'eux, ils vivent la réalité du quotidien, ils sont sur le terrain, ils savent ce qui leur manque. Donc, on pense à UMS que c'est effectivement dans ce genre de décentralisation qu'il s'agira. Alors, Madame Eyango, le littoral semble être la région la plus disputée, où il y a le plus de partis en compétition. Comment est-ce que vous faites avec un corps électoral aussi marqué politiquement pour essayer de convaincre les gens que votre liste est la bonne, ou que vos programmes politiques sont bons? Nous avons une liste dans le littoral. Et à l'Union des populations du Cameroun, nous savons convaincre. Nous sommes la mère des partis. C'est de convaincre ceux qui sont là de vous voter déjà. Oui, déjà, je sais que le camarade Sambaka va voter la liste UPC dans le littoral. Nous sommes sur le terrain. Oui. Nous sommes sur le terrain. Nous faisons, je ne peux pas dérouler notre stratégie ici sur le plateau, mais nous avons pensé que l'UPC, déjà au Sénat, va apporter un grand changement, puisque c'est l'UPC qui connaît le problème camerounais. Et il a été le premier, elle a été le premier à le poser. Donc notre participation, il est vrai, nous savons, nous reconnaissons que nous partons un peu, le rapport de force n'est pas le même que les autres. Vous n'êtes pas favorable. Nous n'êtes pas favorable. Mais nous sommes là. Nous savons. Vous avez dormi longtemps. Nous ne dormons pas, monsieur. L'UPC plus, mais elles ne rompt pas. Nous sommes sur le terrain. Mais vous n'avez pas une offre pragmatique. Vous croyez qu'on va vous voter pour ça? Parce que ces textes ont été... Parce que vous avez un héritage... Un après l'autre, peut-être... Oui, je vais lui répondre. Hein. Oui, on ne peut pas vous voter parce que vous avez un héritage historique. Une ville de Douala, par exemple, qui a trop de problèmes, la gestion des ordures ménagères, le problème de criminalité, le chômage des jeunes, avec la mangrove qui est détruite, qui nous expose à un tsunami, aux phénomènes extrêmes climatiques. Il faut poser les problèmes réels. C'est pour ça que moi, j'écoute c'est ce que j'ai dit. Permettez qu'elle réponde et puis vous lui reposez le problème. Non, il faut qu'ils lui disent. Je crois qu'ils ont un programme de députation. Parce que le sénateur ne va pas aller réaliser quoi que ce soit sur le terrain. Non, bien sûr, il faut comprendre. Les sénateurs représentent les collectivités territoriales décentralisées. Nous ne voulons pas avoir des sénateurs qu'on n'a pas vu, qui sont des intermittents politiques. Qu'on ne voit qu'en mars, en juin et en novembre. Nous ne voulons plus ce genre de sénateurs-là. Nous voulons des sénateurs prescripteurs, ceux-là qui vont mettre les mains sous pression, monsieur. Je vis à Douala, je suis un militant écologiste à Douala. Mais on n'a pas vu, le seul militant que je connais, le seul sénateur que je connais à Douala, c'est M. Famongayap, que je regarde à travers la télé. Je ne l'ai jamais vu sur le terrain. Donc on ne veut plus ce genre de sénateur. C'est pour ça que si elle n'a pas une œuvre, programmatique, essentielle, vendable,
elle ne peut pas passer. Il faut convaincre M. Sambaka. On montre plutôt les conseillers municipaux qui sont, ça va. On ne les voit pas. Moi, je discute. Et comme vous n'en êtes pas un, c'est non, moi, je suis, Madame Caroline Melon, je suis tous les jours, par exemple, à la mairie de la 3e. J'ai suivi un reportage avec le maire Azembe qui disait qu'il ne voyait pas les sénateurs. Nous ne voulons plus ce genre de sénateurs-là qui se préoccupent uniquement de leur bonheur. Nous, on veut les sénateurs qui doivent se préoccuper du bien-être. Vous avez coupé la parole à Mme Yango. Elle peut reprendre son programme politique. Mme Yango, allez-y, répondez-leur. Ils disent que vous avez un programme un peu aérien et ils vous voient des choses concrètes que vous proposez. Est-ce qu'il y en a? Oui, mais nous avons un programme concret. On ne peut pas s'engager à aller à une élection sans un programme. L'UPC a un programme depuis 1952. Vous parlez de Oumniobé, de Rouen. Depuis 1952. Et notre programme se déroule en ces 3 variantes. On a posé le problème de la réunification. Nous avons posé le problème de l'indépendance et l'élévation du standard de vie des citoyens. Quand nous parlons des conseillers, nous sommes au niveau des conseils municipaux. Qu'est-ce qu'un conseiller, qu'est-ce qu'un sénateur UPC peut apporter à la population? Nous avons proposé l'élévation du standard de vie des populations. Et dans cette élévation du standard de vie des populations, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bien-être. Il manque de l'eau, il manque des soins de santé. Moi, je suis professionnel de la santé. Dans des hôpitaux, allez dans nos hôpitaux. Les hôpitaux ne sont plus... À l'époque, c'était des services sociaux. Maintenant, c'est des services de prestige où il faut avoir des moyens pour être pris en charge. L'UPC est contre cela. Il n'y a pas d'électricité. J'ai passé la nuit dans l'obscurité. Pas que vous, madame. Avec des moustiques. Pardon. Avec des moustiques. Oui, madame. Oui, terminé. Donc, excusez-moi, je voudrais bien qu'on restitue, alors qu'on se recentre sur le rôle d'un sénateur. Oui. Il s'agit bien de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement et d'agir au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Oui. Alors, je crois savoir, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, que visiblement les programmes politiques sont des programmes de ceux qui vont à l'Assemblée nationale plutôt qu'au Sénat. Est-ce que c'est bien perçu le rôle du sénateur aujourd'hui? Oui, il y a une très grande confusion. Nous devons lever cela tout de suite. Parce que le sénateur est un sénateur de région. Le député est le député de la nation. Oui. Vous comprenez? C'est à ce titre-là que le sénateur a pour rôle exclusif de veiller sur les collectivités décentralisées. Il ne va pas vers les populations, mais les communes sont ses partenaires. Il doit travailler main dans la main avec les communes et les conseils municipaux tous les jours et les régions. Or, il doit veiller au niveau de l'Assemblée que les lois qui viennent au niveau du Parlement, la chambre basse, n'est-ce pas, que ces lois tiennent compte de nos us et coutumes. C'est la raison pour laquelle la loi a prévu que chaque région doit avoir 10 sénateurs. Il faut que ce soit clair. Et donc, quand ces sénateurs sont là, quand il y a la région et qu'il y a la chambre des chefs traditionnels, évidemment, quand la loi arrive, les chefs traditionnels, ils les consultent pour que les lois ne nous barrent pas notre identité camerounaise. Parce que le Cameroun est aussi reconnu par son identité multiple. Il faut veiller à ce que cela soit préservé. Donc le sénateur a des tâches qui n'ont rien à voir avec les tâches du député, qui lui, il va demander le suffrage des populations. Bon, et donc adresser les questions d'eau, d'électricité et tout le reste pour les populations directement. Il en discute avec les conseillers municipaux. C'est pour ça qu'il en discute avec les conseillers municipaux. Les conseillers municipaux lui disent. Et lui, il va faire dans la pression parce que lui, il est l'avocat de ces collectivités territoriales décentralisées. Mais si le sénateur n'a aucun contact avec les collectivités territoriales décentralisées, il est clair qu'il ne va rien faire au Sénat. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, si moi, je suis élu, n'est-ce pas? Et si ma liste passe, la première chose qu'on va défendre là-dedans, c'est la réclamation d'un plan d'urgence communal participatif. Parce que nous n'avons pas de région et il faut que les communes commencent à travailler. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter après ça que, en fait, en tant que sénateur de la région de l'Ouest, je ne veux même pas me... Sénateur, on est encore à la candidature. D'ici quelques jours, ça va se concrétiser. Au soir du 25 mars, peut-être. Voilà. Donc, je ne vais pas me limiter à travailler avec les conseillers municipaux de l'UMS. Non, parce que c'est de toute la région de l'Ouest qu'il est question. Le malaise dans chaque région de l'Ouest m'interpellerait directement. Donc, par rapport à ce qu'il a dit, je vais être tout le temps sur le terrain pour rencontrer les conseillers municipaux dans chaque commune à l'Ouest. On ne doit pas se limiter
par rapport aux partis politiques auxquels on appartient. Non. Ah non, il faut apporter un éclaircissement. Parce que quand je parle des conseillers municipaux, vous voyez bien que je ne cite aucun parti. Exactement. Parce que les conseillers municipaux, dès lors qu'ils ont été élus sur la bannière d'un parti, deviennent les conseillers de cette commune entière, pas de leur parti. Voilà. C'est la raison pour laquelle le travail qu'ils font doit être sanctionné. Vous voyez, c'est au suffrage universel. Maintenant, pour nous les sénateurs, ce que nous disons, c'est que nous allons vers ces conseils municipaux. Il n'y a plus d'étiquette politique à ce moment-là, parce que tout le monde travaille pour les populations. Donc, nous allons vers ces conseillers municipaux pour leur dire, voici ce que nous voulons qu'on fasse ensemble. Il n'y a pas une couleur politique, c'est le bien-être des Camerounais. Si vous pensez que le statut quo que vous avez, qu'on vous convoque de temps en temps pour venir valider le compte machin et patati et patata, si c'est ça qui va faire progresser vos populations qui vous regardent, non. Alors, qu'est-ce qu'on fait au Cameroun? On commence à parler. On commence à parler donc au Cameroun de programme. Parce que c'est attendu depuis 90 que nous commencions à débattre des problèmes de programme. Parce que c'est là où on sait ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Oui, je vais dire ceci, je vous en prie. Vous laissez au moins les gens parler. Non, mais puisque la parole, je vais dire ceci. Sur le plan pratique, il ne peut pas avoir de barrière étanche entre le sénateur et la population. J'ai deux exemples majeurs. À l'époque où le Premier ministre Mafani était encore sénateur, lors des discussions, des débats publics avec les membres du gouvernement, il a posé un réel problème au ministère de l'Environnement. Il a dit ceci, chaque fois quand il va chez lui à Limbe, après le carrefour Moutengene, il y a des gens qui ont transformé un cours d'eau en laverie. Et on sait très bien exactement, il avait parfaitement raison, que les produits qui sont utilisés, les produits chimiques qui sont utilisés pour laver ces véhicules, polluent cette eau-là. Et cette eau qui va aller se déverser très loin et les populations vont les consommer et pourront tomber malades. C'est un réel problème. Deuxièmement, il y a un certain nombre de décrets que le Premier ministre lui-même, M. Mafani, il y a un certain nombre de décrets qu'il a signés. Je peux citer par exemple, je ne sais pas si c'est lui le décret sur la gestion des équipements marchands, des décrets qui sont restés inopérants, le décret qui confère un certain nombre de compétences aux communes sur la gestion de l'environnement, qui sont inopérants. Pour dire que c'est le rôle du sénateur pour aller... Non, mais il a remarqué je vous en prie, monsieur. Non, on ne parle plus de ça, je suis plus là depuis. C'est son rôle d'aller au Sénat poser ce problème. Il dit que, mais monsieur le ministre, vous avez un arrêté que vous avez signé avec le visa du Premier qui ne fonctionne pas. Parce que qu'est-ce qu'en fait un sénateur recherche? C'est le bien-être de la population. Donc, on ne peut pas, il est voté, il est élu, s'il vous plaît, par les conseillers municipaux. Mais quand ils sont élus par les populations, indirectement, cela va sans dire, il y a un lien. Alors, il faut quand même rappeler, Cyril Sambaka, vous parliez de la coloration politique du conseil municipal qui saute au moment où il siège déjà dans son conseil. On se souvient quand même que dans ce pays, tout mandat impératif est nul. Donc, du coup, le mandat est rattaché au suffrage et non au parti qui l'investit. Donc, ça peut interpeller les conseillers municipaux sur le rôle qu'ils ont à jouer. Ça doit interpeller, parce que nous n'avons pas que de mauvaises lois, nous avons de bonnes lois. Le problème aujourd'hui, c'est la prise de conscience des citoyens sur leur engagement politique. Parce que la politique, c'est d'abord le sacerdoce. Ensuite, il faut que quand on s'engage en politique, on s'y engage. Il n'y a pas... Il faut arriver à ce que les conseillers municipaux, les députés, les populations deviennent des citoyens partie prenante. Il faut que chacun joue son rôle. C'est pour ça que le petit décalage qui est entre le sénateur et le député doit quand même se faire sentir, parce que quand on s'occupe des conseillers municipaux, les conseillers municipaux recensent les désirata. Vous n'avez pas besoin d'aller voir chaque population ou faire des meetings. Vous avez besoin que les conseillers municipaux fassent leur travail et remontent au niveau de la commune. Ça sera plus facile pour le sénateur de travailler, parce qu'on a déjà répertorié les problèmes. À côté de ça, il y a des choses que nous-mêmes, nous voyons tous les jours, que nous pouvons aller défendre lors d'un débat. Donc moi je pense que c'est la prise de conscience qui est d'abord la chose première. Parce que nous, on nous enferme sur les problèmes qu'il faut la discipline du parti. Mais le Cameroun ne peut pas être un Cameroun multiple quand il est parti d'un parti unique, en pensant que les gens ne doivent pas s'émanciper. Il est question que les conseillers municipaux s'émancipent.
Il y a un cas très simple, si vous permettez, Président Sambaka. Oui, il va prendre. Il y a un cas très simple. Il y a une bataille des marchés dans les villes où il y a les communautés urbaines par rapport à la gestion des équipements marchands des marchés. On l'a vu ici à Douala. Mais le ministre Sadi est parti de l'AT pour la présidence sans résoudre ce problème. Donc c'est le rôle des sénateurs. On s'est tous demandé pourquoi les sénateurs n'ont pas soulevé ce problème au Sénat. Je pense que on pourrait les résoudre là-bas. Pour éclairer l'antenne des conseillers municipaux, il faut rappeler qu'ils doivent choisir le sénateur qui est présent, qui est à côté d'eux, qui est régulièrement là. Ouais. S'il y a une distance qui vit dans la région. Qui est dans la région. Parce que s'il y a une distance entre le sénateur et le conseiller municipal, alors il y a un souci. Il ne pourra pas s'exprimer. Il n'a pas un autre espace pour pouvoir transmettre ses problèmes. Donc c'est impératif. Alors ce qu'on a connu à l'Ouest, et c'est les plaintes que nous avons recensées relevées dans la région de l'Ouest. Exactement, lors de la première partie de la campagne, c'est tous les conseillers municipaux qu'on a rencontrés se plaignent de leurs sénateurs qu'ils n'ont jamais vu. Mais on se plaint aussi que les conseillers municipaux de l'Ouest ne vivent pas à l'Ouest. Hein. Mais beaucoup, c'est le problème qui doit être soulevé au Sénat. Beaucoup résident. Beaucoup résident. On ne veut plus avoir des maires, des députés, des sénateurs intermittents. Je pense plutôt que, comme le souci, c'est le développement de la région de l'Ouest, c'est le bien-être des populations de l'Ouest. Les conseillers municipaux que nous interpellons aujourd'hui doivent anticiper sur leur sénateur qui est présent, qui allait à leur écoute. C'est bien compris. Madame Yango? Oui, je disais tantôt que l'UPC est le seul parti qui a compris ces problèmes et qui les a posés avant tout le monde. C'est pour cela que nous disons par moment que nous sommes la mère des partis politiques. Nous avons pensé que les populations devaient être et sont la base de tout. Les populations sont la base. Et quand on est la base, et quand un sénateur est là pour s'occuper de ces populations, on a vu des sénateurs qui ne... Moi, je n'en connais même pas. C'est pour cela que je dis que pour le moment est venu pour que tout le monde se focalise et que tous ceux qui sont des conseillers municipaux votent la liste de l'Union des populations du Cameroun, qui connaît les problèmes du Cameroun et qui connaît les problèmes des populations du Cameroun. Parce que nous avons... Moi, je pense qu'à un moment, la base prend les sénateurs comme un corps d'élite qui est en haut et qui ne connaît pas les problèmes de base, de fond. Ils ne vont pas à la base, ils ne savent pas ce que vit le Camerounais d'en bas. Ils ne connaissent pas ce que vit le Camerounais d'en bas. Ils sont là, ils roulent dans de grandes voitures. Bon, le moment venu, ils partent siéger, ils prennent quel genre de décision. Je ne suis même pas souvent au courant. C'est pas de ce genre de sénateurs. Ce n'est pas de ce genre de sénateurs que nous avons besoin. Et je dis que l'Union des populations, la liste de l'Union des populations du Cameroun, qui a tenu compte, qui a pris de la base jusqu'au sommet, sera la meilleure. Cyril Sambaka, si d'aventure vous n'êtes pas élu, est-ce que vous accepterez d'être nommé parmi les 30 sénateurs par le président de la République? Je suis dans la posture de quelqu'un qui a confiance en son programme. Et je ne parle que programme. Madame a parlé de poser des problèmes. Moi, je suis là pour les résoudre. Et pour les résoudre, il y a un programme. Vous comprenez? Donc, je suis dans la posture de celui qui dit, conseillers municipaux, émancipez-vous, sinon ce pays ne va pas avancer. Parce que si chacun reste sur son ego et que les partis politiques ne travaillent pas pour que ça avance, mais il faut bien qu'il y ait une alternative crédible. Moi, je suis cette alternative crédible. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question de savoir combien de conseillers j'ai. Moi, je vous dis combien de voix j'aurai. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Quels sont les gens qui pensent que demain, à Yabassi, les enfants viendront de Yokadouma pour faire les colonies de vacances parce qu'ils ont une commune de développement et que les gens partiront du nord pour faire des colonies de vacances à Yokadouma. C'est de ça qu'il s'agit, le développement local. Alors si nous ne nous inscrivons pas dans un projet qui met au cœur le développement local, ça veut dire que nous avons fait faux et que nous voulons
aller dans le Sénat pour avoir des titres de sénateur. Nous allons au Sénat en mission pour travailler et pour obtenir ce qui est bien pour les populations. Et donc, ça, si le conseiller municipal de tout parti confondu doit le comprendre. Est-ce que vous accepteriez d'y aller par une signature du président de la République? Puisque vous êtes attaché au bien-être des populations, si les conseillers municipaux ne vous écoutent pas, est-ce que vous êtes prêt à y aller, à aller jusqu'au bout de cette mission, même après un décret du président? Mais ça, c'est la deuxième phase. Oui, bien sûr. Donnez-moi toutes les chances d'être élu. Vous Vous comprenez? Maintenant, si mon programme est bon et que les conseillers municipaux ont estimé que la discipline du parti prévaut, je ne sais pas si cette majorité au Sénat sera suffisante, mais je pense que les idées n'ayant pas de frontières. Donc vous pourrez vous aviserez le moment venu. C'est ce que je dis, laissez-moi faire ma campagne Merci et que les conseillers municipaux adhèrent à mon programme. C'est bien compris. Je voudrais envoyer un petit message aux conseillers municipaux que nous sommes en train de consulter, que nous allons consulter bientôt. Je voudrais leur demander de leur rappeler que c'est leur droit de laisser les bulletins des autres partis qui n'ont pas choisi dans la poubelle, que personne ne leur exige de ressortir avec les bulletins pour justifier quel vote ils ont casté. Donc, il est important qu'ils comprennent que c'est leur droit. Mais ça fait partie de la stratégie politique des gagnants, monsieur François Tembiwa. Qu'est-ce que vous mettez en place pour combattre cela, au-delà de dire aux conseillers, oui, ressortez avec les bulletins? Pour le moment, sur on va dire c'est le jeu politique et chacun y va avec les moyens qu'il a. Travail avec les conseillers, que je ne vais pas complètement dévoiler. Mais l'une des choses qu'on fait, c'est qu'on les rééduque par rapport à cela. Donc, on leur passe cette information que je viens de passer là, on leur dit, ne vous laissez pas intimider par quiconque. Et s'ils craignent pour leur sécurité, qu'est-ce que vous leur promettez? Je ne crois pas que le Cameroun est à ce niveau-là. Vous avez parlé d'intimidation, justement. Non. L'intimidation ne veut pas dire qu'on menace. Ça ne veut pas dire qu'on menace sa sécurité physique, non. Le Cameroun est encore tranquille. Je crois qu'on n'est pas à ce niveau-là. Ils peuvent être exclus, comme j'ai entendu l'autre jour, mais ce n'est pas le cas. Je crois qu'ils doivent exercer leurs droits. Didier Yimkwa, sur la question de la nomination, peut-être aussi, au cas où vous êtes sollicité par le président de la République, vous portez un programme politique, vous voulez absolument le voir implémenté au niveau du Sénat, ce serait... Yimkwa, moi, un titre personnel. Oui, non, il faut poser la question. Le militant du FSNC. Vous avez de très bonnes relations avec notre président national, posez-lui la question. Poser la question au président national. C'est lui qui propose qui sera nommé? Voilà, c'est lui, c'est dans ses prérogatives. Je voulais ceci, si vous me permettez, jusqu'à quelques secondes, m'adresser aux conseils municipaux du Nord. Tout à l'heure, j'ai parlé de la problématique de l'énergie. On peut produire de l'énergie à partir de la biomasse. Par contre, la loi sur l'énergie ne permet pas de le faire n'importe comment. Donc, si nous sommes au Parlement, si nous sommes au Sénat, nous allons exiger qu'on réforme la loi sur l'énergie. Ça, c'est pratique. Ça n'a rien à voir avec les objectifs génériques. C'est des choses pratiques. Et je peux redescendre au niveau de l'accès à l'eau potable. Nous avons dit qu'il n'y a pas de l'eau. Dans le Grand Nord, il y a à peu près 3 millions d'hectares de terrain dégradés. On peut les restaurer par un certain nombre de projets. Le président Biya, le RDPC Amazon n'est pas sur ce plateau pour eux. Je rappelle que c'est au FSNC que nous avons pris l'engagement de soutenir cette posture du président de la République qui a pris un certain nombre d'engagements de réduire de 32% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035 sans toutefois ralentir la croissance. Et qu'en décembre, à Paris, on a mis à la disposition, comme je l'ai dit tantôt, 19 000 milliards de dollars qui seront mobilisés en direction des pays en développement. Il faut dire aux communes là que vous ne serez pas absous, vous ne serez pas excusés pour avoir refusé de donner de l'eau et de l'énergie à vos populations. Mettez des équipes en marche, recrutez des jeunes, allez au Sénat, demandez qu'on vous donne l'environnement, des réformes profondes à mesure d'aller capter ces mobilisations financières. Alors, messieurs, de quel poids le Sénat ou les sénateurs peuvent peser dans l'aboutissement du processus de décentralisation au Cameroun? Je commence par vous, Cyril Samba. Oui, je dois dire que là, c'est le cœur même de notre débat. Et c'est le cœur de mon action, de l'action de l'Union démocratique du Cameroun. Parce que si nous ne nous comprenons pas, ça va être difficile. Alors, quand je dis nous travaillons main dans la main avec les conseillers municipaux, parce que cela dépend d'eux. Vous voyez, une femme, il faut qu'elle accepte pour qu'elle entre dans un mariage. Le mariage forcé, c'est terminé. Vous comprenez? L'évolution de la famille, c'est comme ça. On va une interaction
et puis les gens sont complémentaires. C'est la raison pour laquelle je dis, si le plan d'urgence communale participatif est un plan qui est bon, qui est accepté par les conseillers municipaux et par les communes, ça veut dire tout simplement que les sénateurs sont là pour défendre cela auprès des ministres. Pourquoi nous avons des problèmes? Parce que un centralisme excessif. Tout le monde en parle. La décentralisation ne descend pas. Quand on a besoin de bancs, on envoie une salle de classe. L'entrepreneur vient de Garoua pour aller le faire à Yabassi. Vous voyez? Donc ça pose un certain nombre de problèmes. La gestion locale doit démarrer. Mais pour qu'elle démarre, la confiance que le peuple a faite aux conseillers municipaux doit s'exprimer. Et le signal fort que les conseillers municipaux peuvent donner à une élection comme celle-ci va permettre au gouvernement d'en tenir compte et de se dire voici les réclamations et les desiderata. Parce qu'il n'est pas sûr que la majorité obèse soit toujours là pour retransmettre ce que les populations veulent. Donc voilà une occasion pour aller aux élections et dire que nous voulons un changement évolutif pour nos populations. Et pour cela, le chef de l'État, 360 milliards dans le budget de l'État, pour avoir 360 communes, avec une égalité. C'est chaque commune qui reçoit en dehors de son budget cette dotation de 1 milliard pour développer. Est-ce que vous savez que les communes ont des plans de développement? Mais il n'y a pas l'argent. Il n'y a rien. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, un programme comme celui-là est un programme, si les conseillers municipaux adhèrent en votant massivement, ça veut dire qu'ils ont envoyé un signal fort au gouvernement que désormais, nous avons besoin de développement local. Merci, c'est bien compris. François Temiwa, comment est-ce qu'on peut peser dans de tout son poids en tant que sénateur pour faire avancer la décentralisation? Déjà, lorsque les textes sur la décentralisation existent depuis à peu près 21 ans aujourd'hui. Oui. Et le précédent Sénat est resté inerte. Ils n'ont pas posé la problématique de la décentralisation effective. Peut-être qu'ils n'ont pas été entendus. Donc, c'est pour ça que nous voulons non seulement rajeunir, mais améliorer le leadership du Sénat, du prochain Sénat, pour amener au Sénat des personnes capables de discuter, de poser le problème effectivement et de le défendre et de permettre que les textes d'application puissent être élaborés. Et donc de retourner vers les communes, les éduquer aussi sur leurs revendications. Parce que il faut se dire que parfois les communes n'arrivent pas à poser leurs problèmes aussi. Aujourd'hui, les communes sont rendues au point des mendiantes parce que chaque fois qu'il y a un programme, c'est le gouvernement central qui vous fait une donation. Ça arrive, le développement arrive comme une donation. Ce qui fait que ce n'est pas vous qui avez choisi de recevoir un projet de route ou un projet d'électrification à ce moment-ci. C'est plutôt le gouvernement central qui décide. Parfois, ça ne répond pas aux besoins. Ça ne répond pas aux besoins réels d'eau potable qu'on a à ce moment précis ou d'un centre de santé dont on a besoin immédiatement là. Alors, Didier Yumkwa, les sénateurs sont les porte-voix des maires, visiblement auprès de celui qui légifère. Écoutez, le problème, je souhaite que vous me posiez la question que vous avez posée à mes illustres prédécesseurs. Le problème est d'abord culturel et structurel. Culturel, pourquoi? Parce que ceux qui sont au Sénat portent encore les vestiges du colonialisme, du fonctionnaire, vous comprenez. C'est des gens qui ont encore l'idée du centralisme. Ils n'ont pas encore compris que aujourd'hui, les ressources doivent ruisseler du haut vers le bas. Structurel parce que lorsque vous envoyez des fonctionnaires au Sénat, ils ne croient pas à la décentralisation. Pas la décentralisation territoriale, parce que c'est là, il y a une autre forme de décentralisation dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup plus de la décentralisation territoriale, dont les entités à décentraliser sont la région, le département et la commune. Mais il y a un autre type de décentralisation, la décentralisation technique et fonctionnelle, c'est-à-dire les hôpitaux, les directeurs qui doivent être élus par leur pairs dans les communes. Il y a les universités dont les recteurs doivent être élus par les pairs. Ça, c'est un autre type de décentralisation. On n'en parle pas, justement parce que tout cela est confiné entre les mains des fonctionnaires. Et la fonctionnalisation de notre Parlement, de la deuxième chambre,
de la chambre haute, si vous voulez, est un réel problème. C'est un obstacle à l'émancipation. Donc le FNCN, c'est dans cette chambre. Tout à fait. Écoutez, nous sommes dans une phase d'adaptation, dans une phase de mutation. Et c'est pour ça que je partage merveilleusement bien le point de vue du président Sambaka. Nous sommes là, nous voulons ce genre de sénateur prescripteur-là. Et quand vous prenez un exemple avec le Sénégal, madame, au jour d'aujourd'hui, vous avez à peu près 470 lois qui encadrent la décentralisation au Sénégal. Il y avait un Sénat qui a disparu. Et aujourd'hui, oui, avant ça, c'était déjà là, même si M. Macky Sall est venu faire disparaître ça, mais au Cameroun, on en a à peine 10. C'est un réel problème. Madame Eyango, vous allez booster la décentralisation si vous arrivez au Sénat? Si oui, comment? Ce sera notre cheval de bataille. Aussitôt au Sénat, et comme ce sera la première fois que l'Union des populations du Cameroun siège dans cette chambre, la décentralisation effective sera notre cheval de bataille. Que les communes deviennent autonomes et que la gestion ne soit plus centralisée, focalisée entre les mains de certains hauts fonctionnaires, comme le camarade venait de le dire tout à l'heure. Merci, madame. Il faudrait que les maires, les conseillers municipaux soient éduqués, qu'ils soient formés. Parce qu'à un moment, nous pensons que certaines personnes vont à la commune, ils ne connaissent même pas leur rôle. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faudra qu'on les forme. Il faudra qu'on éduque les maires. Une petite histoire. Il y a 2 semaines, j'étais quelque part, je me trouvais quelque part dans un petit coin. J'ai vu un maire sillonner. Je l'ai vu venir. Moi, j'étais dans le petit coin. Il ne m'a pas vu, on vendait les livres. Il est venu, il a discuté un livre qui parlait des finances, la gestion des finances publiques. Il a acheté, c'est quand il a fini que j'ai bonjour monsieur le maire. Vous voyez? Donc, et celui-là est en fin de mandature. Vous voyez des gens comme ça qui n'ont pas des éléments, qui n'ont pas de la matière. Ils ont été élus maires et ils se retrouvent, ils sont perdus. Donc il y a la nécessité de former les maires et éduquer les conseillers municipaux. Et qu'ils ne soient pas... Donc, parce que quand on vient que c'est l'Union des populations du Cameroun, vous êtes le conseiller municipal de l'Union des populations du Cameroun, vous focalisez là à la discipline du parti, il y a même un voile qui ne vous permet pas d'ouvrir votre vision. Vous ne parvenez pas. Donc il faut vraiment une décentralisation effective des maires formés, des conseillers municipaux bien éduqués. Alors, comment compétit dans une zone où l'électorat n'est pas acquis à sa cause? Elhadj Lawan Bako Abamenda en fait également l'expérience, lui qui n'a pas de conseiller municipal, mais qui est en compétition dans la région du Nord-Ouest. On l'écoute et on revient sur ce plateau pour la dernière partie du Canal Presse. It's a funny question because it's not only for UDP. If you wanted only party with councils, our councillors that should go into the election, then you should allow it to Sweden, because Sweden have all the majority of councils and councillors in the whole country. It's not only the UDP. But the point here, as I keep saying, let you journalists and Cameroonians tell the truth. Tell people that councillors are the councillors of the nation. They are not councillors of a political party. Political party invest candidates for elections to become our leaders. They invest candidates for parliamentary and municipal elections, etc. When you are invested, the public is there to vote for you. And once you are voted or you are elected, you become a parliamentarian or a senator of the nation. Those councillors were elected by our public. The public elected those councillors. The vote card they shall use to vote does not carry either UDP or CPDM or SDF emblem. This emblem that I'm holding is only an emblem of our party during elections. And after this, you have a voter's card which carry all their name, their picture,
and the flag of this country. That is to say, you choose yourself which candidate to vote. Which candidate believe that it could be good for you to serve the nation and serve your community. That's why I'm saying that those electorate who are councillors are not councillors of a political party. Let us tell the truth to the world and to the public. They are now councillors of the nation, for the nation, to vote senators or parliamentarians. So parties should stop saying that party discipline, you don't vote, then you do this. That's dictatorship. That's abuse of human rights. You are not giving the person, the candidate, his right to choose his leader. They are not voting a political party. They are voting individuals to come and serve our nation. When the head of state or republic goes in the election through a political party ticket, after that he becomes the president of the republic of our country. He's no more president of CBN. He's no more president of UDP. He's president of a nation. So they are not going in to elect party candidate. They are not going in to elect party officials. They are going in to elect senators who shall serve our nation in respective of political group. That is why we are now asking them, please exercise your human rights, civil obligation to vote somebody that will serve you and serve this nation. And they should stop that type of intimidation or dictatorship in asking asking candidates to vote only their parties that they belong. That's not correct. If so, what is the need of democracy? Democracy what? Choices. Peoples should work according to their conscience. The consciences, and that's why we came out with a point with a particular call for people's conscience to be used in voting people that can serve them. And there's a problem that happened in 2013. They went into vote political parties. I don't prefer us. It means that the political party will come and choose any type of person and force people to vote. Then you are forcing people to drink dirty water. It's not correct. Voilà donc comment on fait campagne quand on a un collège électoral bien défini. Merci encore à El Hadj Bako d'avoir accepté cet exercice à distance depuis Bamenda. Pour être tout à fait complet sur cette question de la sénatoriale en cours, donc dont la campagne est en cours, je voudrais revenir à vous, Cyril Sambaka, parce que la situation dans la région de l'Ouest vous interpelle, vous et François Temiwa, qui est donc candidat dans cette région-là. Si d'aventure le RDPC est disqualifié dans cette région, est-ce que vous serez prêt à demander au RDPC de passer une motion un mot d'ordre de vote en votre faveur, puisque vous avez un programme électoral qui vous tient à cœur et que vous appelez à la conscience des conseillers RDPC qui sont les plus nombreux en termes numéraires sur le terrain et qui peuvent faire basculer dans le vote pour un camp comme pour un autre. Est-ce que vous êtes prêts, on le dit, à dealer avec le RDPC dans cette campagne? Moi, je vais vous dire une chose. L'UDC a plusieurs mairies à l'Ouest et dans le cadre de l'association des mairies de l'Ouest, nous travaillons avec les mairies qui sont dirigées par les élus du RDPC. Donc je pense qu'ils sont très bien placés pour savoir comment nous travaillons et quels sont nos programmes. Puisqu'on a un débat, ils se voient. L'exécutif communal dans l'Ouest, ils ont une association. Donc voilà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on n'a pas besoin de passer des accords entre partis. Vous comprenez? On a besoin de démocratie. La démocratie veut que, en âme et conscience, en enlevant toutes les considérations qui nous minent, que les choses se fassent dans l'intérêt des populations avec un programme qui séduit et qui peut être efficace. Comment on le fait, comment on le finance. Vous voyez, dès qu'on a établi cela, cela veut dire qu'on va mettre la feuille de route et on va arriver à nos objectifs.
Donc, si le RDPC est disqualifié, je n'ai aucun doute que les conseillers municipaux, en âme et conscience, voteront. La preuve, c'est que lors des dernières élections sénatoriales, nous avons fait constater par voie d'huissier, malheureusement, la loi, comme on a dit, ne permettait pas de venir vérifier les poubelles. Donc, les poubelles étaient vides. Parce que là, ce n'était plus la démocratie, c'était une consigne avec tout ce que ça comporte. Hein? Donc, les gens ont voté en fonction du dictat. Or, ce dictat-là, quand vous êtes conseiller municipal et responsable, citoyen, vous devez assumer sur le territoire, parce que vous avez demandé la voix des populations. Donc, vous devez assumer. Il est donc difficile qu'après être passé pendant une campagne électorale pour donner son programme, de dire qu'on a choisi là où il n'y a pas de programme. J'ai bien compris. François Temiwa, vous êtes dans la même situation. Vous accepteriez qu'un mot d'ordre soit passé pour vous, en votre faveur, pardon? Déjà, c'est vraiment dommage que si cela arrive, si la liste du RDPC est disqualifiée, ce serait bien dommage parce que nous aimons une compétition réelle. D'accord. Vous voulez les affronter sur le terrain et les affronter battre avec les armes que un vous meilleur avez. programme. On a une certaine dynamique à l'UMS et il faut descendre sur le terrain pour voir comment ça se passe aujourd'hui. C'est carrément l'euphorie. C'est un peu comme si on vainc sans péril, c'est ça? Non, ils viennent de voir quelque chose d'autre se passer dans l'arène politique à l'Ouest. Je ne vais pas dire que Niema est venu. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis simplement que mais si ça se passe ainsi, bon, pour tout ce qui est autre discussion politique, on va déjà permettre que les élections se passent néanmoins. Les décisions de négociation et tout, de toute façon, vous ne le direz pas sur ce plateau. Sont réservées à la stratégie politique. Exactement. Didier Yimkwa, il y a quand même que lors de la publication des listes, il y a quelques curiosités qui ont été relevées notamment par la presse. L'absence des candidats qui étaient déjà en liste en 2013 et même l'absence du président du Sénat qui n'est pas en compétition. Est-ce que ça vous pose problème que cela se passe comme cela? Non, ça ne me pose pas problème. Moi, j'admire beaucoup le côté éthique de mes deux illustres prédécesseurs. Dans la pratique démocratique, il y a des compromis. Il y a même des compromissions. Ça, c'est la pratique démocratique. La démocratie n'est pas la religion. Hein. Donc, moi, je pense que si moi j'étais dans la région, si ma liste, j'avais une liste dans la région de l'Ouest et que celle du RDPC venait à être disqualifiée, tant mieux. Parce qu'on on ferait moins d'efforts. Et puis, on engagerait des discussions, des passerelles. Nous sommes en politique, c'est le jeu politique. On ne les a pas éliminés dans la nuit. Ils ont été éliminés au Conseil constitutionnel. C'est parfait, légal et légitime. Maintenant, vous avez posé une question. Écoutez, madame, le président du Sénat a été nommé. C'est à dessein. S'il n'est pas dans la liste sénatoriale de la région de l'Ouest. Maintenant, est-ce qu'il sera nommé? Tout dépend maintenant de celui qui nomme. Et par rapport aussi à un certain nombre d'enjeux. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques qui demandent, et seul le président Biya qui a le maître de l'horloge du temps. Madame Eyango, au sujet de la compétition des sénateurs sortants, notamment du président du Sénat, vous n'y voyez aucun inconvénient qu'il ne soit pas en compétition et que le moment venu, peut-être le président nomme un nouveau président à la tête d'un Sénat? Il faut avouer que le président sortant n'a jamais été en compétition. Oui, mais la nomination renouvelable. La nomination était arrivée. On pourrait penser au même scénario qu'à la dernière fois, où il n'a pas été candidat, mais a été nommé, a bénéficié des grâces du chef de l'État, et qui a fait de lui, par la suite, président de cette haute chambre. Alors, je vous conduis à commenter quelques faits d'actualité, toujours dans le sillage de cette sénatoriale. Vous savez, le nord-ouest et le sud-ouest sont sous les feux des projecteurs ces jours-ci. Hier, on parlait, Cyril Sambaka, d'un enlèvement dans cette région-là, notamment dans le département du Lébialem. C'est vrai que
les enlèvements n'ont pas encore été revendiqués, mais cela pose pour moi un problème de ce que les conseillers municipaux sont appelés à aller dans les régions, dans les départements, pardon, dans les chefs-lieux de département pour exercer leur vote la semaine prochaine. Est-ce que ça vous pose un problème d'insécurité dans ces zones-là? Oui, je dois dire que pour ce qui est de l'Union démocratique du Cameroun, je dois dire qu'on voulait mettre une liste dans le sud-ouest. Mais ce sont nos militants dans le sud-ouest qui nous ont dit qu'ils avaient des difficultés. On a dû sursoir à cela. C'est la raison pour laquelle j'ai dit une élection comme celle-ci qui se passe en période difficile pour nos frères du sud-ouest et du nord-ouest doit être une élection qui dit exactement ce que nous voulons. Parce qu'il s'agit d'une élection pour de la décentralisation. C'est une élection du développement local. C'est une élection de la revendication populaire. On ne peut pas aller dans une élection de revendication populaire sans avoir un programme bien établi et chiffré, qui montre à souhait qu'il n'est pas question de dire quand ça viendra. Un calendrier doit être fait pour que les choses entrent. C'est ça qui peut, l'une des raisons où le calme doit pouvoir revenir, c'est que chaque Camerounais doit retrouver sa citoyenneté. Il faut le savoir du côté francophone comme du côté anglophone. Il ne faut pas penser qu'on va continuer avec notre façon de faire qui nous a maintenus dans le statu quo si on n'est pas dynamique. La politique, c'est ça. La politique de demain, c'est des gens qui pensent, c'est des gens qui réfléchissent, c'est des populations qui sont responsables. C'est des populations qui sont des citoyens, qui sont responsables de leur réussite ou de leur échec. Parce qu'ils ont toujours à choisir, à contrôler et à sanctionner. Je crois que ces mécanismes-là mis en place, les problèmes que nous avons dans le sud-ouest et dans le nord-ouest vont s'apaisantir parce que chacun va être responsable. On ne peut pas être Camerounais et c'est les autres qui sont responsables. Nous devons commencer la responsabilité à la base pour atteindre le sommet. Didier Yimkwa, cela interpelle quant aux questions de sécurité, au point où certains partis politiques ont dit l'élection aurait pu ne pas se faire dans cette zone-là. Écoutez, madame, l'histoire est pourvoyée d'arguments. Et l'histoire nous a enseigné que les partis politiques qui ont boycotté certaines élections ont regretté après. On enseigne en sciences politiques que les élections locales sont essentiellement contestataires et protestataires. Or, nos frères anglophones sont dans la contestation et sont dans la protestation. C'est l'occasion qui leur est faite d'aller aux élections. Moi, je leur parle, qui n'essaient pas de tomber dans cette erreur-là et empêcher qu'il y ait des élections. Ils en regretteront pendant longtemps. Mais ils font face là à des personnes qui posent des actes. Oui, je parlerai un peu comme, je vais radoter si vous permettez, le ministre Laté, M. Atangadji, il leur a dit que reconvertissez-vous. Et puis je leur demande, reconvertissez-vous ou bien laissez un temps soit peu que les élections se déroulent dans la sérénité et dans la paix. François Temiwa, sur la même question de l'insécurité, on aurait pu ne pas tenir cette élection ou alors c'est le moment de renforcer la sécurité dans cette zone-là pour permettre que le vote soit... Je crois simplement que le problème de l'insécurité au sud-ouest, c'est un problème qui est là depuis longtemps et qui va être abordé s'il y a une réelle décentralisation. De toutes les façons, les élections doivent se tenir. Je regrette que l'UDC n'ait pas introduit sa liste dans le sud-ouest ou dans cette partie du Cameroun pour les zones d'insécurité. Mais je demanderai aux autorités, à la force publique, d'assurer la sécurité des votants. Madame Eyango, on parle du PCA du DC Board enlevé. Après, on a parlé aussi d'un délégué il y a quelques jours et puis d'un sous-préfet. Cela va quand même poser un problème pour les conseillers municipaux. Est-ce que vous comprendrez qu'à un moment, ils se disent « on ne peut pas aller aux urnes parce que des plus grands que nous ont été enlevés et du coup, nous, on n'est pas en sécurité ». Est-ce qu'il faudra mettre un gendarme derrière chaque conseiller municipal pour qu'il puisse aller aux urnes? Je vais commencer par la dernière question, la dernière préoccupation. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque conseiller municipal qui ira voter. Cela aura un coût particulier. Ça voudra dire quelque part qu'il faudra déployer
tout l'arsenal de la défense dans ces deux régions. Et ce sera un peu trop. Quant au reste, je dis que cette situation, pour moi, c'est désolant ce qui se passe dans cette zone. Ça paralyse l'ensemble du pays. Ça ne paralyse seulement pas les deux régions, mais c'est presque l'ensemble du pays qui est en train de prendre le coup. Dans cette localité, je crois que ce sont des élections spéciales parce qu'on vit une circonstance spéciale là-bas. Il faut prendre des mesures spéciales. Je crois que c'est la responsabilité du gouvernement d'assurer la sécurité des populations qui vont aller exercer leurs droits civiques. Oui, je voulais ajouter que c'est effectivement de la responsabilité du gouvernement. Mais il faut aussi voir. La sécurité sera assurée. Mais à quel prix? On ne pourra pas mettre un gendarme ou un policier, un militaire. Fallu faire annuler de ce côté-là? Non, on ne peut pas annuler. C'est la reconversion qu'on demande. Que chacun, que ces peuples, les peuples de cette zone, qu'ils essayent de revoir leur mentalité, revoir leurs revendications et voir, puisque c'est à travers ces élections, à travers ce Sénat. Le Sénat, c'est une élection qui est liée à la base. Et c'est même l'occasion de légitimer leur leader, d'avoir leur leader au Sénat, discuter avec... aussi. Et pour dire, madame, je vais vous apporter quelque chose. Les FARC, les Forces armées révolution colombienne, oui. Depuis 60 ans, le plus long conflit militaire de l'Amérique latine, 200 000 morts. Les guerriers FARC ont fini par s'asseoir autour de la table et négocier avec le gouvernement en place. C'est pour dire à nos frères que ils doivent savoir que tous les mouvements irrédentistes d'émancipation n'ont jamais gagné face à la République. Voici l'occasion idoine pour eux de rentrer dans le couloir institutionnel et légitimer leur combat. Parlez-y. Madame, vous vouliez terminer? Oui, j'étais en train de terminer que ces populations, c'est une occasion pour elles de se reconvertir, d'aller à cette élection, de voter leurs sénateurs qui seront leurs porte-parole auprès du gouvernement. Porte-parole de plus en dehors des ministres et tout ce qu'il y a déjà là-bas. Mais les sénateurs qui sont liés à la base seront leurs porte-parole pour leurs revendications et pour leur bien-être. Parce que tout ça, c'est question de bien-être. Ils revendiquent le bien-être. Donc, s'ils ne peuvent pas aller à cette élection, à une élection comme celle-ci, pour qu'ils envoient leurs représentants parler d'eux, comment leurs problèmes seront pris en compte? Alors, on reste au chapitre des élections puisque le président de la République du Cameroun en a parlé cette semaine encore lors du conseil de ministres qu'il a présidé à Yaoundé. Le président assure que les dispositions nécessaires devront être prises pour qu'elles se tiennent dans les conditions optimales de sérénité et de sécurité. Cyril Sambaka, vous avez été surpris par ce conseil ministériel? Non, rien ne doit plus nous surprendre parce que nous, surpris peut-être positivement parce que c'est attendu. Hein. Je crois que quand un pays fonctionne sur le centralisme excessif, cela suppose aussi des multiplications de réunions au sommet. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et au niveau du Premier ministère qui devrait prendre le relais et tout ça, nous avons vu comment est-ce que les ministres ne respectent pas leur Premier ministre. Et je pense que le chef de l'État a dû le rappeler. Je ne sais pas si ce sera suffisant pour que les choses reviennent en ordre. Mais je dois dire que le cabinet des ministres s'est limité à la lecture d'un communiqué par le chef de l'État lui-même. Donc il n'y a pas eu de débat. Nous n'avons pas vu qu'il y ait eu des débats. Or, ce sont de ces échanges-là que peuvent naître quelque chose de positif. Maintenant, il faut aussi avouer d'un autre côté que c'est difficile avec 70 ministres d'engager un débat réel, d'où la nécessité de voir un peu comment est-ce qu'on peut réduire le nombre de ministères, mais malheureusement, on a plutôt augmenté. On en a créé quelques-uns de Voilà. plus. François Tembiwa, on parle bien d'un conseil de ministres qui intervient après la mise en place d'un nouveau gouvernement. Donc on va dire que ça allait de soi, n'est-ce pas, que le président les réunisse
et Bon, ils se parlent. Les choses ne vont pas toujours de soi au Cameroun, on peut dire ça comme ça. Mais c'était bienvenu qu'il convoque un conseil ministériel. C'est déjà pour prendre contact avec les nouveaux ministres, avec les ministres entrants. J'espère qu'ils ont eu l'occasion d'échanger effectivement. J'espère qu'il en a profité pour passer des commandes fermes à ces nouveaux entrants et puis à tous les autres ministres. Et leur donner peut-être des feuilles de route pour leur mission, parce que ce qu'on remarque, c'est que les ministres sont nommés, peut-être parce qu'une campagne électorale est en vue, et c'est purement politisé. Donc, j'espère qu'ils ont pensé aux populations pendant leur débat. Je ne sais pas s'il y a eu débat effectivement. On a vu le discours qui a été lu pendant à peine 5 minutes. Mais c'est déjà une bonne chose. Didier Imkwa, le président a invité une fois de plus les membres du gouvernement à l'utilisation rationnelle des ressources publiques, à la réduction du train de vie de l'État et à la lutte contre la corruption. Et la presse a tout fait de dire c'est du déjà entendu et il n'y a rien de plus. Vous êtes d'accord avec ça? Depuis 2018, quand on parle de la Bible, on continue de parler, c'est dans la pédagogie. Je voulais revenir sur la fréquence des conseils ministériels. Si vous me permettez, j'ai 2 grilles de lecture. La première, c'est sur la forme. Si vous me permettez, il y a une instruction générale numéro 02 du 4 juin 1990 relative à l'organisation du travail gouvernemental. Il y a une autre du 1er octobre 2002. On dit ceci: le conseil ministériel est présidé par le chef de l'État. Il constitue une instance coutumière dont la consultation est facultative et sans objet sur les actes présidentiels. Ça veut dire que dans un système présidentialisme fort, où le RDPC a la majorité absolue à l'Assemblée nationale, au Parlement, on peut bien gérer ce pays sans conseil ministériel. Encore que le président de la République a d'autres couloirs. Il y a par exemple le conseil restreint, il y a le comité interministériel permanent qui permet au chef d'État de bien conduire l'action gouvernementale. Et pour dire la différence entre le conseil ministériel et le conseil de cabinet, c'est que le conseil de cabinet, qui est aussi une instance de décision, de synthétisation, de délibération des effets essentiels du gouvernement, le conseil de ministres n'est pas facultatif. Donc ça veut dire que tout, c'est sur le Premier ministre. Alors, moi, je dis ceci, je mets quiconque au défi, vous allez voir que tous les arrêtés ministériels, en plus, il faut le dire, en passant, Madame Karoye Melon, que les secrétaires d'État, s'ils n'ont pas une invitation formelle, ils n'ont pas droit à assister au conseil des ministres. Par contre, c'est tout le gouvernement qui assiste au conseil de cabinet. Comme je disais tantôt, lorsque vous regardez tous les arrêtés ministériels, il n'y a aucun arrêté ministériel qui est publié sans le visa du Premier ministre. Ça veut dire que le Premier ministre a un certain pouvoir. Mais comment le gère-t-il? Ça, c'est un autre débat. Maintenant, sur la forme, je suis surpris. Heureusement que M. Sambaka, le président Sambaka, n'a pas beaucoup fait état de ce cas. Que les tenants de la revendication de l'accélération du processus de la décentralisation se plaignent que le conseil de ministres ne se tient pas tous les jours, alors que la fréquence régulière du conseil de ministres est une illustration parfaite du centralisme de l'État. Or, ils se plaignent à gauche qu'il n'y a pas de conseil de ministres, et ils vont la décentralisation. Les deux ne vont pas de pair. C'est parce que si on est moi, je pense que ce que nous... Ça veut dire que si on a opté pour faire des conseils des ministres, qu'on en fasse... On vous dit là très bien que c'est quelque chose de facultatif. Voilà, c'est des textes, madame. C'est pas moi, hein. Moi, je ne suis pas juriste. Hein. J'espère que vous le savez très bien. Donc, c'est pour vous dire que ce que nous attendons, le peuple a besoin de 2 choses. Le bien-être et la liberté. La liberté, c'est dans la décentralisation. Le bien-être, c'est au niveau local. Mais nous demandons que les ministres soient très pour des populations. Qu'on dise par exemple qu'on a attaqué sexuellement 2 enfants en Konsamba, qu'on y retrouve le ministre, par exemple, des Affaires sociales. Qu'on dise par exemple qu'il y a les problèmes de poubelle à Douala, qu'on y retrouve le ministre de la Ville. C'est ce que nous attendons, que le gouvernement soit très proche de la population. Voilà, quand notre ministre parle, le ministre de la Communication parle, les gens disent qu'il parle beaucoup, mais au fait sincère, nous trouvons qu'il ne parle même pas assez. Alors, oui, Cyril Sambaka, une réaction? Oui, je voulais juste, à la suite de ce qu'il a dit, dire quand même, il y a un problème. Les ministres peut-être se plaignent qu'il y a trop de il y a un centralisme excessif à la présidence de la République. Oui. Il faut aussi le dire. Et il faut savoir que dernièrement, les maires
ont eu à rencontrer le nouveau ministre de la décentralisation. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il a dit qu'il va porter haut les revendications. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que nous pas nous lui la plaignons décision. du centralisme excessif au niveau des ministres. Les ministres aussi se se plaignent plaignent. Du centralisme au niveau de la présidence de la République. Au moment où on lui demande sa feuille de route, Il faut il donc dit qu'il va porter qu'on haut. répartisse les rôles et le budget de l'État. Et que chacun se mette au travail partout au Cameroun, qu'on voit des embryons de développement. C'est ce que nos populations souhaitent. Et je crois que c'est cela qui est le sens de Oui au Conseil des notre combat. ministres ou non, forcément? Non, le Conseil des ministres, c'est quelque chose de fondamental. Vous C'est pensez- un outil de gouvernement. Est-ce que vous savez que c'est quand les gens se réunissent? L'idée peut jaillir à gauche ou à droite. Hein. Il y a un problème au Cameroun. Si vous ne vous réunissez pas, si vous ne voyez pas, un ministre peut venir en aide à un autre. Il y a de la solidarité gouvernementale. Vous comprenez? Donc, c'est quand on se réunit, on pose, on évalue. Il y a cabinet des ministres, président Comment Samba. faire? Parce que c'est bien. C'est bien. Peut-être le C'est bien qu'on cite les textes là. facultatif. Peut-être le font au Conseil de C'est cabinet bien qu'on avec le cite Premier les textes. ministre. Non, ils ne font rien du tout. Parce que c'est bien, s'il D'ailleurs, vous on plaît. encourage S'il vous même. plaît, permettez que C'est vous bien réagissiez qu'on tout cite à l'heure. les textes qu'il n'y a pas cette obligation. Mais comment on peut évaluer si on ne se réunit pas? Donc, il y a une obligation morale. Mais ils se réunissent au Conseil de cabinet avec le Premier Ben voilà. Mais qu'est-ce que ça a déjà donné? Tout ce que- Mais on vous dit qu'il y a un dysfonctionnement terrible. Le Premier ministre, parfois, est surpris de ce qui se passe dans les ministères, alors qu'ils se réunissent tous les mois. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Tembiwa, vous avez la parole maintenant. Vous vouliez relever quelque chose Non, concernant je voulais le relever fonctionnement que M. Yimkwa précise que le conseil ministériel Non, je lis le texte. est facultatif. Oui, D'accord. vous savez, le texte peut être interprété comme on le souhaite. C'est facultatif. Si on a fait mention du fait que ce soit facultatif, c'est parce qu'on encourage lorsque c'est nécessaire. Et nous sommes des Bantous, nous savons qu'il est toujours important qu'on se retrouve. Et donc le président en juge la nécessité. Ben oui. Il Vous avez devrait le en juge Il de la assister est le juge de un peu plus l'opportunité. fréquemment. Mais je vous dis qu'il y a le conseil de cabinet qui n'est pas facultatif. Qui se tient presque toutes les Relisez la Constitution. Qui se prend- La Constitution dit que le président de la République définit les politiques sectorielles. Mais c'est le gouvernement qui les applique. Donc s'il y a un décret qui confère un certain nombre de compétences aux communes sur le plan, par exemple, le contrôle des déchets industriels dans une commune, mais je ne vais pas aller demander au président de la République. Je poserai la question au Premier ministre. Et il faudrait maintenant que s'il y a un sénateur FSNC au Sénat, qui pose maintenant le problème au ministre. Alors, Madame Eyango, toutes ces questions du conseil ministre ou pas de conseil des ministres, vous, ça vous intéresse pas beaucoup. Vous vous dites qu'il faut qu'on se mette à l'action, que ce soit avec un conseil des ministres ou sans conseil des ministres. Il faut qu'on se mette à l'action. Oui. Voilà, On a d'accord. constaté que les conseils de ministres n'ont souvent pas apporté grand-chose. C'est comment je peux Des appeler retrouvailles? ça? Une des retrouvailles où peut-être le pasteur prêche chez les paroissiens des Américains. Madame, si vous permettez, hier tout le Cameroun était dans les ténèbres. Hein. Oui. Nous, on attend que lundi, que le ministre, par exemple, de l'énergie, le nouveau, puisse parler aux Camerounais, qui nous disent exactement ce qui s'est passé. Merci à vous en attendant. Et Néo va peut-être prendre la parole dans les heures qui viennent avec un communiqué qui donnera un état de la situation. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, Madame Eyango, Cyril Sambaka, Didier Yimkwa, François Tembiwa, d'être venus sur ce plateau. Vous êtes en compétition. Je vous souhaite le meilleur. Mais je n'ai pas Le meilleur gagne pour... Moi, j'ai pris la peine de réalisateur, s'il peut montrer le bulletin de cette nouvelle dynamique qu'on veut impulser au niveau du Samba Sénat. ne rate Au pas niveau de l'occasion. C'est un bulletin jaune avec la houe. Comme les autres candidats n'ont pas de bulletin, M. Sambaka... Nous, on a distribué les bulletins à tous les candidats. Et je dirais aussi... Et je dirais aussi, Madame Karoye Melon, que les sénateurs candidats RDPC laissent une fois le président Biya tranquille. Ce n'est pas une élection de Paul Biya. Paul Biya aime Douala, Paul Biya aime Edea. Non, parler des problèmes locaux. Laissez Paul Biya tranquille. Vous le leur direz en face. Merci. Et on est en campagne. Merci à vous d'avoir suivi. Ce soir, c'est Diplomatude qui revient donc sur Canal 2 International avec Rodri Otongue qui reçoit le représentant résident de l'Union européenne au Cameroun, le nouveau représentant résident. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Je vous souhaite bon dimanche. La semaine prochaine, ce sera jour d'élection et nous nous retrouverons sûrement pour en parler sur ces mêmes antennes de Canal 2 International. Bon dimanche. La victoire de l'Union des populations de Cameroun. Aïe.